Salut internet. Tu dois le savoir, j'adore jouer, et particulièrement quand c'est sur GameCube. Mais entre nous, rien ne vaut parfois une bonne partie de jeux de société entre potes ou en famille. Et pour vous faire une vidéo là-dessus à la sauce Doc7, je suis bien entendu parti à la recherche des jeux de société les plus perchés du monde. Alors accroche-toi bien, c'est parti. On le sait, entre nous, parfois les jeux ça peut être un petit prétexte pour détendre l'atmosphère et s'adonner à des pratiques pas très catholiques. Et ben laisse-moi te dire qu'il y a du choix dans le domaine. Par exemple, cette version chaude du Pictionary. C'est très simple, tu dois tirer une carte et dessiner le concept qui est marqué dessus. Ça peut être un concours de t-shirt mouillé, une épilation du bikini, ou encore toutes sortes de positions du Kama Sutra. Ouais, du coup faut avoir bien révisé le bouquin avant de commencer une partie. Mais t'inquiète pas, pour travailler ta mémoire, tu as le Bussen Memo, un jeu sorti en 2003 qui fonctionne comme un memory classique, sauf que tu dois pas retrouver des paires de symboles identiques. Non, là le but c'est de reformer des paires des paires de seins quoi. Sinon pour les plus gourmets, tu as le jeu des défis chocolatés. Le joueur doit enduire certaines parties du corps de l'autre à l'aide d'un pinceau qu'il faut tenir avec les doigts, les orteils, la bouche ou bien toute autre partie du corps qui peut remplir cette tâche. Et à la fin du jeu, il faut tout effacer. Je te laisse deviner comment. Bon, et pour les couples vraiment chauds comme la braise, il existe plein d'autres jeux plus ou moins salaces, comme des dérivés du Monopoly où les cases ne correspondent plus à des rues de Paris mais à des actes coquins. Et les règles sont très simples, quand quelqu'un tombe sur une case que tu possèdes, bah cette personne doit pratiquer cet acte sur toi, ou alors payer pour ne pas avoir à le faire. Puisqu'on a mentionné les Monopoly coquins, autant te parler des versions du Monopoly les plus insolites que j'ai trouvées. Parce que oui, je sais pas si tu le sais, ce jeu mythique a été décliné en plein de versions différentes, et certaines d'entre elles sont bien perchées. Ça va du Monopoly Hello Kitty au Monopoly Street Fighter, en passant par le Monopoly Pokémon, il y en a vraiment pour tous les goûts, même si entre nous, le meilleur reste quand même le Monopoly Yu-Gi-Oh! Ok, on arrête tout de suite de faire son fanboy Doc7. Et si t'es plutôt musique, pas de problème, avec les Monopoly Elvis Presley, Beatles, Kiss, AC/DC ou encore Metallica, tu peux jouer au producteur et acheter les meilleures chansons de tes groupes préférés pour ruiner tes amis. En fait, quelle que soit ta passion, tu trouveras un Monopoly qui correspond. T'as le Monopoly pour les pêcheurs, les surfeurs, les snowboarders, pour les fans de chevaux, de chats, de chiens, pour les taxidermistes. Ouais, non, peut-être pas pour les taxidermistes. Enfin bon, ça c'est sans parler de tous les jeux vidéo, les films et les séries qui ont leur propre édition du jeu. T'as du Futurama, de l'Indiana Jones, du Star Wars, du Retour vers le futur, du Rick and Morty, du Ghostbusters, du South Park, du Big Bang Theory, du Seigneur des Anneaux, et je vais pas tous te les faire parce que sinon on en aurait pour toute la semaine. Et dis-toi, c'est pareil pour les villes aussi. J'ai l'impression que chaque ville de France a son Monopoly. T'as carrément Quimper, Beauvais, Mulhouse, et bien entendu le plus célèbre, le Monopoly Mon Cul, qui n'est plus en vente malheureusement, mais qui est sûrement l'édition au nom le plus stylé. Après t'as les Monopoly vraiment très spéciaux qui sont sortis en une seule édition, comme ce Monopoly fait entièrement en or massif, qui est estimé à plus de 2 millions de dollars. Rien que les dés coûtent 10 000 $ chacun, avec des diamants incrustés pour faire les chiffres. Mais bon, même si tu peux te le payer, hein, petit vénard, et ben ça sert à rien, parce que tu le trouveras pas sur le bon coin. Il est exposé au musée de la finance à Wall Street, et il est pas prêt d'en bouger. Bon, et puis je suis obligé de finir avec mon petit préféré, c'est ce Monopoly fait par un amateur pour demander sa femme en mariage. Une super idée je trouve, hein. Il a créé son jeu avec des cartes personnalisées, et une carte chance qui contenait la demande en mariage. Quant à la bague de fiançailles, elle était cachée sous une des cases. C'est bientôt Halloween, alors forcément, impossible pour moi de pas consacrer une partie au jeu le plus creepy qu'on peut trouver sur le marché. Et comme on n'y trouve pas de Jumanji, hein, malheureusement, bah à mon avis c'est clairement le Ouija qui mérite ce titre, pour toutes les soirées absolument flippantes qu'il a fait passer à des millions d'adolescents depuis son invention en 1890. Alors déjà, le Ouija c'est un jeu distribué par Hasbro, c'est pour ça qu'on peut parler de jeu de société, enfin ou jeu de plateau du moins, même si c'est vrai on peut pas vraiment gagner ou perdre quoi que ce soit, enfin si tu peux perdre ton sommeil
sommeil après une partie, mais je sais pas si ça compte vraiment, enfin bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Ouija, c'est une planche sur laquelle apparaissent toutes les lettres de l'alphabet, les 10 chiffres de 0 à 9, ainsi que les mots oui, non et au revoir. La planche s'accompagne de ce qu'on appelle une goutte, en bois ou en verre, qui dispose d'un côté pointu. C'est important pour que l'esprit puisse pointer l'objet vers sa réponse. Et si tu sais pas comment on joue, t'inquiète pas, c'est très simple, tu te mets dans une pièce bien sombre avec des amis, histoire d'avoir une atmosphère qui fout bien la trouille quand même, et puis chacun met un doigt sur la goutte, et quelqu'un pose une question. Généralement, la première, on la connaît tous, c'est « Esprit, es-tu là ?» Et là, normalement, la goutte va se mettre à bouger toute seule pour répondre aux questions. D'ailleurs, si t'aimes bien te faire peur, il y a tout plein d'histoires flippantes qui tournent sur la toile à propos de parties de Ouija qui ont mal tourné. Bon, après ça reste mon avis, hein, mais le Ouija n'a rien de paranormal ou de surnaturel, t'inquiète pas, tu peux sortir de ta couette, y a rien à craindre. En fait, tout ça s'explique par ce que les scientifiques appellent l'effet idéomoteur. Quand on est dans un certain état psychologique, on a tendance à faire des mouvements nerveux, complètement inconscients. Du coup, on a l'impression que la palette bouge toute seule, alors que non, c'est bien nous qui la faisons glisser sans le savoir. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le 7 juin dernier a ouvert à Stockholm un musée unique en son genre, le musée des plus grands échecs commerciaux. Et parmi toutes les pièces dans la collection, tu pourras retrouver un jeu de société assez insolite, Trump the Game. Parce que oui, avant de devenir président des États-Unis, Donald Trump est un businessman touche à tout. Je veux dire, il y a les steaks Trump, les barres chocolatées Trump, la vodka Trump, le parfum Trump, les lampes Trump, et j'en passe. Le mec, il a vraiment tout essayé. Et parmi tout ça, il a même essayé un jeu de société. Alors on se le dit, il est pas très original, hein. C'était juste un gros plagiat à peine dissimulé du Monopoly. Moi je pense que Donald il voulait sûrement make the Monopoly great again, sauf que le Monopoly il était déjà great, hein. Enfin bref, un échec commercial cuisant que j'imagine les mecs ont envie d'oublier, au même titre que cette pub un petit peu ridicule qui avait accompagné la sortie du jeu en 1988. Sinon en juillet 2004, une nouvelle version du jeu est sortie, mais pareil, gros flop, à tel point que le jeu est maintenant assez difficile à trouver pour des collectionneurs. Et puis pour l'anecdote, en 2004, Trump a aussi mis son nom sur un jeu vidéo de simulation, Donald Trump's Real Estate Tycoon. Et honnêtement, j'ai regardé rapidement, les avis ont quand même l'air un petit peu mieux que pour le jeu de société. Et puis bon, avoir un jeu qui porte ton nom et qui se joue sur la N-Gage, c'est quand même un petit peu stylé. Celui-là, c'est l'un des seuls où j'ai pas vraiment eu le choix. Autant le jeu le plus creepy, c'est quelque chose de subjectif, mais là, y a pas matière à contestation. The Wargame World War II est dans le Guinness des records, détenteur du Sésame ultime, celui du plus grand jeu de plateau de la planète. Comme tu l'auras compris, ce jeu créé par un certain Jeffrey Stein se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des règles bien complexes, donc je vais pas te les détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jeu purement axé sur la stratégie, qui peut inclure jusqu'à 8 joueurs, pour 8 nationalités différentes, tout simplement les acteurs majeurs du conflit à l'époque, hein, France, Royaume-Uni, États-Unis, URSS, Allemagne, Italie, Chine et Japon, et évidemment les alliances entre les joueurs sont les mêmes qu'à l'époque. Toute la partie se déroule donc sur un plateau très imposant qui représente la carte du monde au moment des faits, en 1942. Tu joueras donc sur un rectangle d'1 mètre de largeur pour 2 mètres de longueur, enfin 198 cm pour être tout à fait précis. Autant te dire qu'il faut quand même avoir de la place dans son salon pour faire une partie. Alors certes, 1 mètre sur 2 c'est déjà très grand, mais c'est pas non plus immense. Enfin, perso, quand j'ai fait mes recherches, je m'attendais à tomber sur un truc vraiment gargantuesque. Donc voilà, si t'as toujours rêvé d'avoir ton propre record dans le Guinness, c'est peut-être le bon plan de s'attaquer à celui-là. Après tout, ça doit pas être mission impossible d'inventer un jeu avec un plateau encore plus imposant. Et puis même pas besoin d'inventer des règles très compliquées, hein. Juste un Monopoly avec 2000 cases, ça fera l'affaire. Bon, après, je te garantis pas un succès commercial de fou, mais bon, t'auras quand même ton nom dans le Guinness. Ok, là je sais, je prends tous les risques d'être démonétisé, mais c'est pas grave, je pouvais décemment pas ignorer tous les jeux offensants qu'il y a eu dans l'histoire du jeu de société. Parce que oui, le jeu de société c'est aussi un média à travers lequel on peut parfois faire passer des idées politiques. Un média de propagande quoi. Et vachement privilégié en plus, parce qu'il s'adresse souvent aux enfants, qui ont l'esprit encore très influençable. Par exemple, il y a eu des jeux de société qui ont été conçus par le ministère de la Culture allemande dès 1936. Allemagne 1936, hein, j'ai pas besoin de faire un dessin. D'ailleurs le nom du jeu est très clair, Judenrace, qui se traduit par, malheureusement, par les juifs dehors. Celui qui gagnait la partie était le premier joueur à expulser 6 juifs du plateau. Super l'ambiance. Mais les États-Unis aussi ont eu leur lot de jeux à l'idéologie bien crasse. Non mais rien que le Monopoly, quand on y pense. L'idée c'est de construire un monopole et de ruiner tous tes amis en leur laissant aucune chance de se reconstruire financièrement. Alors certes c'est super fun, mais l'idée derrière est pas très clean hein, quand tu commences à l'analyser. Dans le même ordre d'idée, tu as le jeu Public Assistance, sorti en 1980, qui est une propagande
à peine déguisé contre l'État-providence et tous les assistés qu'il est supposé créer. Pourquoi s'embêter à travailler pour gagner sa croûte? C'est le slogan du jeu, qui résume bien l'idée, puisque le but de ce jeu de plateau est de faire fortune en étant un complet assisté. Par exemple, il faut faire le plus d'enfants illégitimes possible pour accumuler les allocations familiales, qui sont largement exagérées par rapport à la réalité, hein, t'imagines bien. Par contre, si par malchance tu trouves un boulot, tu perds toutes les allocations et tu te retrouves sur la paille. Mais ça, ce n'est rien comparé à certains jeux qui faisaient l'apologie de la discrimination contre les noirs. J'en ai malheureusement trouvé beaucoup, mais le pire pour moi s'appelle... Et ben non, j'ai même pas envie de le lire, hein, je te laisse voir à quoi ça ressemble. Ce jeu sorti en 1950 fonctionne comme un jeu de tir aux pigeons, sauf que là tu l'auras compris, les pigeons sont des petits enfants noirs. Je pense qu'il est temps d'enchaîner. Contrairement au jeu de plateau le plus grand, il n'y a pas de record officiel du jeu de société le plus long. Mais d'après ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches, il y en a un qui semble écraser tout le monde à ce petit jeu. Enfin, petit jeu, c'est une expression, hein, parce que là c'est plutôt le contraire. Empire in Arms, un jeu qui se déroule pendant les conquêtes napoléoniennes et qui m'a tout l'air d'être à la fois le plus long et le plus compliqué. Pour te dire, j'ai relu 3 fois les règles en entier, je n'ai toujours rien compris. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 132 tours qui se divisent chacun en 4 ou 5 phases distinctes, et que le gagnant c'est celui qui a le plus de points à la fin, ou celui qui est toujours vivant. Parce que clairement, Empire in Arms n'est pas un jeu pour le commun des mortels. Il a été créé en 1983, il est toujours trouvable sur internet, hein. Si t'as envie de te frotter à la bête, je te mets un lien dans la description. Par contre, je te conseille de poser des RTT d'abord, parce que en moyenne, une partie dure 130 heures. 130 heures les gars, ça fait presque 5 jours et demi à jouer en continu, sans manger, sans dormir, sans rien. Et il y a même des parties très serrées qui ont duré plus de 300 heures. Enfin bref, j'ose même pas imaginer l'odeur de chacal qui doit se dégager de la salle de jeu à la fin de la partie. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu long, hein, 130 heures. Autant j'adore jouer, mais bon, après 2-3 heures, même si le jeu est génial, eh ben j'en peux plus. Il faut que je passe à autre chose. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les jeux de société sans te parler du mien. Et oui, tu le savais peut-être déjà vu que je l'ai annoncé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais j'ai créé mon propre jeu. Et non, pas besoin de faire des parties de 130 heures pour le terminer ou de shooter des petits enfants noirs. Ce jeu, je l'ai pensé de A à Z et je peux t'assurer que j'y ai mis tout mon cœur. En fait, 77, c'est un jeu d'ambiance, pensé tout spécialement pour s'amuser un max en famille ou entre amis. Tu dois défier tes potes dans des batailles épiques de culture générale, de mimes ou même de dessin. Et je te cache pas que suivre ma chaîne depuis un moment va t'aider pour arriver le premier sur la case 77 au centre du plateau et gagner la partie. Enfin bref, je suis super content du résultat et super fier de le voir débarquer en magasin. Parce que oui, si ça te fait envie, il est déjà en magasin, mais hey, si t'as la flemme de bouger de chez toi, tu peux le commander directement sur mon nouveau site doc7.fr où en plus tu recevras avec une petite dédicace. Voilà, j'espère que ce jeu va t'emballer autant que moi il m'a fait kiffer. Je vais pas faire plus long parce que je sais que vous êtes pas tous forcément fans des instants promo, hein. Certains pensent malheureusement que je fais tout ça sans passion, mais c'est justement parce que j'ai une passion débordante pour trop de choses que je me lance dans tous ces projets. Enfin bon, allez, cette fois-ci c'est vraiment terminé, je te mets en description quelques liens vers certains des jeux dont je t'ai parlé, hein, si t'es curieux, et puis oublie pas bien sûr d'exploser le pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, de la commenter et de la partager au max, ça fait toujours super plaisir, et bien sûr j'attends avec impatience vos premiers retours sur mon jeu de société. Quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet!